Le leadership, le leader, ce sont ce qu'on appelle des attracteurs étranges, c'est-à-dire qu'on met derrière des représentations, des concepts. Pourtant, en période de crise, on a besoin de définir ce qu'est un leader et ce qu'est le leadership. Alors, c'est ce que nous allons explorer avec Benjamin Pavageau, executive coach, consultant, enseignant-chercheur et auteur d'un livre qui s'appelle « Développer vraiment son leadership » et qui propose une vision du leadership un peu différente avec le leader donateur. Alors, vous avez développé ce concept d'abord à partir d'une étude qui essayait de comprendre ce qu'étaient les grandes facettes des leaders actuels. J'ai commencé par effectivement prendre un grand panorama de toutes les théories, toute l'histoire du leadership, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui était le fil conducteur de cette histoire. Et puis aussi, en interviewant des leaders, quel était le fil conducteur de leur propre histoire pour devenir leader. Et alors, ce que vous me disiez, c'est que ces leaders, en fait, ils sont tous sur le même modèle. Alors, c'est vrai que dans les organisations, on utilise l'innovation, la vision, l'alignement des équipes et puis le soutien des équipes. C'est des grands comportements qu'on retrouve dans l'ensemble des théories. Mais la question, c'est comment on embarque, on entraîne les autres et par quels moyens. Alors, vous vous posez la question, vous regardez tout ça et vous voyez émerger la question du don. Alors, c'est d'abord l'engagement. Je vois que L'engagement. l'engagement du leader, donc il y a un côté amont, on s'engage pour une vision, mais un côté aval, concrètement, comment est-ce qu'on manifeste cet engagement? On donne un gage de soi par des actes concrets qui sont des actes de don qui n'ont pas d'assurance de retour. C'est-à-dire on va soutenir les collaborateurs, on va leur transmettre un savoir-faire précieux, créer de la convivialité. Donc ça, c'est très codifié dans le travail. Mais il y a des formes de dons très ouvertes. Par exemple, le fait de soutenir un collaborateur sur ses problématiques personnelles, le fait de jouer un rôle de mentor, coach, et également, quelquefois, de prendre un risque pour eux. Donc ça arrive, c'est assez rare. Et ça a un effet démultiplicateur très, très puissant. Alors, vous me disiez, il y a une illustration qui est d'ailleurs dans votre livre, c'est dans les moments de crise forte qu'on peut voir se mettre en place cette logique du don. Et vous me citiez l'exemple d'une banque pendant l'attentat terrible de septembre 2001. Oui, du 11 septembre. Du 11 septembre effectivement, Jimmy Dune, donc, qui était CEO de Sandler O'Neill. Et en fait, 40% des collaborateurs sont décédés dans l'attentat. Ils étaient dans le World Trade Center. Et en fait, il est allé à tous les enterrements. Voilà, il s'est dit, je vais prendre soin de mes équipes et de leurs familles. Et il a demandé au conseil d'administration de financer finalement le salaire des personnes décédées, de l'offrir aux familles pour l'année 2001 et également 2002. Et ça ne rentrait pas dans la raison d'être de l'entreprise. Et en fait, il a obtenu gain de cause et finalement, tous les actionnaires ont accepté de jouer le jeu et ont accepté de donner cet argent qui ne leur était pas dû en fait. Et ça a créé un engagement très très fort et ils ont réussi à remonter la pente parce qu'effectivement, ils ont compris que aux yeux du leader, la vie des salariés comptait plus que la financiarisation à court terme. Donc ça peut participer d'un changement, même d'une vision, vous parliez de la raison d'être ou même de la vision qu'on peut avoir de son entreprise. Oui, je pense que dès lors que le leader retrouve sa propre raison d'être, sa propre mission, il va au contact des besoins réels de ses collaborateurs. En fait, c'est un processus qui engage une transformation de l'intérieur de l'entreprise. Et en fait, les salariés, les collaborateurs perçoivent finalement que la vision, elle n'est pas que instrumentale, mais qu'elle va porter un engagement sociétal plus fort. Et on a une théorie qui est assez récente, enfin qui est assez maintenant plus proposée, qui est le servant leadership, le leader-serviteur, qui est issu beaucoup de l'armée, en fait. Quelle différence vous faites entre le leader-donateur et le leader-serviteur? Oui. Alors, le leader-serviteur est forcément positif, c'est des qualités, des vertus. Le fait d'utiliser la logique du don, c'est plus complexe et plus ambivalent. Le don peut faire du bien, mais ça peut être l'arme du crime. C'est-à-dire on peut détruire l'autre, on peut le manipuler et on peut se faire du mal. Donc en fait, le fait d'utiliser la logique du don pour comprendre le leadership ouvre un champ d'exploration et de compréhension plus large. Un exemple sur un don qui pourrait être toxique, enfin, ou manipulatoire? Par exemple, le fait de s'imaginer comme leader généreux, on va toujours donner aux collaborateurs, les empêchant eux-mêmes de donner.
et on va être incapable en tant que leader de recevoir des autres. Et ça va nuire à l'innovation, à la créativité, à la reconnaissance des collaborateurs. Donc c'est un excès de dons. Et alors, dans un moment de crise comme on en vit avec le Covid, la Covid-19, qu'est-ce qui pourrait être un premier pas vers le don quand on est un leader ou un manager d'entreprise? Ah oui, alors il y a un processus collectif, c'est le fait de s'engager, effectivement, de rentrer dans cette logique, de reconnaître que la logique du don est déjà présente au milieu du contrat de travail, la valoriser, et puis de la connecter à l'identité, à la mission, à la raison d'être de l'entreprise, et commencer à transformer les systèmes de rétribution, de reconnaissance, pour favoriser, faciliter un écosystème du don. Donc une piste très sérieuse qu'on peut explorer avec votre ouvrage sur le leader donateur. Merci Benjamin. Merci Isabelle.